Comme promis, aujourd'hui, on découvre un nouveau procédé qui permet de remplacer un composant qui est rare et cher, c'est l'indium, dans la fabrication de nos écrans de téléphone. Pour tout comprendre sur cette innovation et ses implications, l'un des chercheurs qui ont mis au point ce procédé nous fait l'honneur de venir éclairer notre lanterne, Wilfried Prélier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur du CRISMAT à l'Université de Caen. Il s'agit d'un laboratoire de cristallographie et sciences des matériaux associé au CNRS. Alors d'abord, quelle est la mission de ce laboratoire, le CRISMAT ? Alors donc ce laboratoire, il a pour objectif de travailler sur les nouveaux matériaux et d'essayer de répondre aux enjeux sociétaux, en particulier ceux liés à l'énergie. Donc on travaille comme ça sur des matériaux pour, par exemple, les batteries, ou des matériaux pour utiliser le lin et essayer de l'utiliser dans des voitures, dans d'autres choses comme ça. Alors, ce matériau dont on a parlé, que vous allez nous présenter avec ce procédé, puisque l'idée c'est tout un procédé qui va révolutionner ce secteur, pas seulement ce matériau, ça part du vanadaté de strontium, c'est ça ? Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? On le trouve où ? Alors, le strontium de vanadium, donc c'est un matériau qui n'existe pas à l'état naturel. Ce qui existe à l'état naturel, c'est les éléments. Le strontium, le vanadium et l'oxygène. Au même titre que vous avez dans le sol du cuivre, de l'argent, de l'or, vous avez aussi d'autres éléments qui sont le strontium, le vanadium. Lorsqu'ils sont assemblés d'une façon particulière, donc lorsqu'ils sont ordonnés, c'est-à-dire que le strontium, le vanadium et l'oxygène sont agencés d'une façon particulière à l'échelle atomique, ce matériau-là a des propriétés de transparence et de conduction. Et donc c'est l'assemblage de ces matériaux qui constitue un procédé révolutionnaire ? Alors, en partie, ce qui était le procédé qu'on a mis au point, c'est parce que pour l'utilisation, et en particulier pour vos écrans tactiles ou pour les écrans plats, il faut que ce matériau-là soit déposé sur du verre. Et la difficulté est de déposer sur du verre, qui est un matériau qui, lui, n'est pas ordonné d'une façon particulière, avec le strontium de vanadium qui, lui, est ordonné d'une façon particulière. Il faut que les structures correspondent. Il faut qu'en gros, les structures correspondent, c'est ça. Et pour ce faire, nous, ce qu'on a mis au point, avec des collègues à l'université de Rennes et aussi de Versailles, et puis donc notre laboratoire, le laboratoire CRISMAT à Caen, c'est d'établir une couche intermédiaire qui permet en fait l'adaptation de ce strontium de vanadium. Qui va être le liant entre les deux matériaux. En quelque sorte, qui va être le liant, oui, tout à fait. Alors, il faut qu'on comprenne bien de quoi on parle. Ce procédé, on a parlé des smartphones, ça va aller, on a compris, vous parlez de vitres de transparence, sur les vitres, les écrans de nos téléphones, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, quand vous avez votre téléphone, votre téléphone portable ou sur n'importe quel autre écran tactile, en fait, ce qui se passe, il faut qu'il soit transparent parce qu'il faut que vous voyez l'application en dessous. Donc ça, c'est la première chose, une transparence, ce qu'on appelle optique. Et ensuite, vous allez avoir plusieurs couches de matériaux qui sont, elles, transparentes. Et quand vous allez appuyer, vous allez exercer une pression. Et cette pression-là va faire une conduction qui va transmettre ensuite votre information. Donc il faut que le matériau soit aussi conducteur électriquement. C'est-à-dire qu'il laisse passer un courant. Ce matériau-là, il est à la fois transparent et conducteur. Par contre, tous les matériaux actuels, tous les écrans sont faits à base d'indium. Le problème, c'est la rareté de cet élément. Alors là, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on pourrait remplacer l'indium, garder les mêmes propriétés. Absolument. Donc le bénéfice n'est pas remis en question. Absolument. Technologiquement. Et est-ce qu'il y a un risque que, justement, si on remplace l'indium avec ce nouveau procédé, peut-être ce nouveau procédé soit lui-même à terme rare et cher ? Alors, ça, c'est une vraie question à laquelle j'aurais du mal à vous répondre aujourd'hui. Si on prend l'exemple de l'indium, qui est un élément qui est rare, il est clair que les pronostics disent que il pourrait disparaître en fait dans les années à venir compte tenu de la production. Ça, c'est l'indium. Ça, c'est pour l'indium. Celui qu'on utilise aujourd'hui. Celui qu'on utilise actuellement. Il est possible que le strontium et le vanadium, si on les utilisait en très très grande quantité, peut-être que dans 20-30 ans, on serait dans une situation similaire. Mais ça, actuellement, j'aurais du mal à vous répondre. Donc là, c'est une solution à moyen terme, on va dire, pour remplacer un problème actuel. Voilà. Quoi. Alors, après, il y a deux problèmes dans l'indium. Il y a le fait que ça soit un matériau qui est rare et cher. Et l'autre chose, c'est aussi la localisation des mines d'indium et des producteurs. C'est-à-dire ? Et en fait, actuellement, plus de 50% de la production d'indium est faite par la Chine. Donc vous comprenez que pour des questions géopolitiques, on peut très bien se retrouver à manquer en fait de cet élément-là, ce qui n'est pas le cas du vanadium, qui est quand même mieux réparti à l'échelle
du globe. On en trouve où? Et on va en trouver dans d'autres pays comme la Corée ou comme le Canada, qui sont peut-être, on va dire, en tout cas à l'heure actuelle, moins sensibles politiquement. Oui, à l'heure actuelle, effectivement. À l'heure actuelle, voilà. On vient de voir des nouvelles peut pas présager élections de ce qui se en passe Corée dans du les- Sud. La question peut se poser. Donc l'idée, c'est de rebattre un petit peu les cartes des matières premières pour pouvoir continuer à avancer. Et donc, implicitement, on peut aller vers une réduction des coûts de production de nos smartphones si on arrive à industrialiser ce procédé. Alors, c'est ce qu'on peut imaginer, c'est ce sur quoi on va travailler. On travaille actuellement au laboratoire. Alors, j'ai regardé il y a quelques jours, en fait, le cours de l'indium, il a été multiplié par 20 en l'espace de 20 ans. Et même actuellement, on est à peu près à 1 000 $ le kilo. Si on regarde le coût du vanadium, on est dans les 50 $ le kilo. Ah oui. Alors, même si la quantité utilisée pour faire votre smartphone est faible, multipliée à l'échelle du nombre de smartphones et aussi de tous les écrans plats, Ouais. l'économie, elle peut être quand même significative. On a besoin d'autant de vanadium que d'indium. À peu près. Donc, oui. ouais, donc la question se pose vraiment. Et à terme, on peut imaginer que du coup, nous, on paye moins cher nos smartphones. Alors ça, c'est pareil, c'est encore un autre débat. Je On se projette. Je ne sais pas ce que feraient les constructeurs, mais oui, on pourrait imaginer que, voilà, dans le cas idéal, la marge qui gagnerait en fait sur ça, c'est répercuté sur le consommateur. Est-ce que ce procédé que vous mettez au point avec vos collègues chercheurs, il est industrialisable ? Alors, c'est ce sur quoi on travaille actuellement. Bien évidemment, on est dans un laboratoire, donc nous, on fait des essais à une échelle qui est de laboratoire, donc miniaturisés. Voilà. Actuellement, ce sur quoi on travaille, c'est de voir comment on peut fabriquer ces matériaux-là sur des plus grandes échelles. Donc actuellement, on les fait sur 1 cm², on regarde si on peut les faire sur des surfaces beaucoup plus grandes, de 2, 3, 4 pouces. Et après, l'idée, c'est de travailler en fait avec des industriels pour voir si on peut industrialiser ce processus. Mais c'est ce sur quoi on va travailler dans les mois à venir. Et donc, est-ce que les industriels sont intéressés pour l'instant ? Ça va être le gros pour sujet. l'instant, si vous voulez, l'industriel, il va venir dans une étape à très très long terme. Là, il nous manque encore des collaborateurs qui vont aller entre notre laboratoire et la semi-industrielle. Ouais. Et c'est ce sur quoi on travaille. Et oui, on commence à avoir des touches pour travailler avec ces gens-là. Est-ce que vous pouvez ou vous avez envie de le faire ou je ne sais pas comment ça se passe dans ces cas-là, mais est-ce qu'on peut choisir les industriels avec qui on travaille, peut-être dans un désir de redonner un avantage géopolitique sur la question, comme on a parlé de la souveraineté avec les semi-conducteurs, est-ce qu'on peut aller sur ces enjeux-là avec ce nouveau matériau ? Alors, en général, on va dans un premier temps, travailler avec des industriels qui sont français. Et c'est ce sur quoi on est en train de travailler actuellement. Ouais. Après, bien évidemment, on élargirait avec une échelle plus européenne. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ces recherches que vous faites au CRISMAT ? On peut élargir. On a vu qu'on demain, on allait changer les procédés de fabrication de nos écrans de téléphone. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples comme ça de possibles révolutions scientifiques sur des matériaux qui nous concernent, nous, dans nos objets de tous les jours ? Alors, un autre domaine donc, qui est très lié aussi à des questions sociétales actuellement, c'est donc l'énergie. Ouais. Et on travaille beaucoup, par exemple, sur les matériaux pour les batteries. Ouais. Donc, des matériaux qui seraient aussi plus performants, qui auraient des gammes de température plus importantes, qui vont pouvoir aussi être dans la durée, plus recyclables. On va travailler aussi avec ce genre de choses. On travaille également avec des matériaux qu'on appelle, en utilisant l'effet thermoélectrique. Ouais. L'idée, c'est d'utiliser en fait la chaleur pour produire en fait une tension. Donc on pourrait imaginer par exemple ce genre de matériau qui va être utilisé dans une voiture où la température perdue de votre pot d'échappement peut être utilisée pour générer du courant à l'intérieur de votre habitacle. Alors après, la question, c'est toujours d'utiliser ces matériaux-là dans la gamme de température à laquelle on va l'utiliser. Des fois, ça peut être plutôt à très haute température et des fois à plus basse température. On va travailler aussi sur ce genre de choses. Mais on travaille également, on a développé très récemment un partenariat avec la société Murata, qui est le plus grand groupe de composants passifs au monde, pour essayer d'améliorer aussi les matériaux qu'ils utilisent. Donc voilà, ça c'est des choses aussi plus grand public, mais que vous utilisez aussi, qui sont des composants que vous allez trouver dans tous vos appareils électroniques. Est-ce que c'est compliqué de transformer ces projets scientifiques en révolution industrielle ? Oui, je ne cache pas que c'est forcément très compliqué. Après, on a aussi des structures et le CNRS s'est beaucoup impliqué et développe aussi depuis quelques années de nombreux outils qui nous permettent aussi de faciliter ce genre de choses. Oui, voilà. oui.
Merci beaucoup, Wilfried Prélier. Je rappelle que vous êtes directeur du CRISMAT à l'Université de Caen avec le CNRS. Et vous êtes donc venu nous présenter ce nouveau procédé aujourd'hui qui, demain, changera peut-être la fabrication de nos smartphones et voire même leur coût pour le consommateur. Merci d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau. Quant à nous, eh bien, on enchaîne avec votre talk du jour. C'est parti.